Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Au lendemain d'une réunion d'urgence à Paris entre dirigeants européens, Vladimir Poutine s'est dit aujourd'hui prêt à négocier avec Volodymyr Zelensky si nécessaire. Une réunion d'urgence tenue en début de semaine au cours de laquelle les dirigeants de l'UE ont appelé les États-Unis à rester impliqués dans la sécurité en Europe. Ils ont tenté justement de parler d'une seule voix malgré leur division en interne sur l'envoi de troupes de maintien de la paix en Ukraine. L'Union européenne a déjà dépensé 135 milliards d'euros pour aider l'Ukraine et se dit prête à faire plus selon un communiqué de la Commission européenne. L'Europe qui défend une paix par la force pour l'Ukraine, un processus de paix auquel l'UE n'a pas été vraiment conviée puisque le vieux continent sera peut-être finalement spectateur d'une négociation entre les États-Unis et la Russie pour mettre fin à 3 ans de guerre en Ukraine. Une paix qui sera donc imposée, semblerait-il, à l'Ukraine. On va en parler dans cet invité de la rédaction avec Hicham Ouatiadid. Vous êtes expert en stratégie politique. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, Madame Khimlichi. Alors, Vladimir Poutine s'est dit aujourd'hui prêt à négocier avec Volodymyr Zelensky si nécessaire. C'est ce qu'assure en tout cas le Kremlin. Qu'est-ce que ça veut dire au moment où les États-Unis et la Russie se retrouvent d'ailleurs à Riyad ? Je pense quand même que c'est un premier début de souplesse que Vladimir Poutine envoie d'abord pour Trump, pour l'administration américaine, mais aussi pour les Européens et aussi pour dire aux Ukrainiens que je serai prêt à négocier si jamais vous acceptez en fait les résultats des pourparlers entre Trump et Poutine. Je pense que c'est une première ouverture, un premier signal en fait de la part du Kremlin pour se dire prêt à s'asseoir avec les États-Unis sur la même table, mais aussi cela met beaucoup plus de pression en fait sur les Européens pour dire que les Russes au Moscou est prête à négocier directement avec les États-Unis sur le sort de l'Ukraine et inclure à un certain moment, ou bien au moment opportun en fait, l'Ukraine sur la table des négociations. Je pense quand même que c'est un premier pas intelligent de la part des Russes pour ouvrir en fait ce dossier qui a duré longtemps quand même au niveau de la diplomatie européenne et internationale. Une guerre qui n'a que trop duré. Le Kremlin qui reconnaît donc aussi le droit à l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne, mais pas l'OTAN. Un pas en avant donc vers la paix. Est-ce que c'est une alternative envisageable pour aller vers une résolution du conflit ? Je pense que c'est envisageable. Pourquoi ? Parce que quand même c'est ce que aussi les États-Unis demandent aux Européens, c'est-à-dire qu'ils puissent revoir leur structure sécuritaire tout en restant un allié sûr pour les États-Unis. Mais les Européens savent très bien que sans eux, la garantie en fait de la sécurité de l'Ukraine ne sera pas possible quand même. Mais je pense que c'est ce que aussi Moscou impose dans ces discussions, c'est qu'il pourrait quand même aller de l'avant d'accepter que l'Ukraine peut rejoindre l'espace européen, mais sans en fait qu'il puisse rejoindre l'OTAN. Pourquoi ? Parce que le Moscou en fait voit que la présence des forces de l'OTAN dans la partie est de l'Europe est une menace directe au territoire russe. Donc, je pense que quand même cette concession que les Russes offrent pour ces négociations met encore plus de la pression sur les Européens, mais aussi laisse cette petite ouverture diplomatique des Européens à vendre à leur population pour dire que quand même on va réussir à intégrer l'Ukraine au sein de notre communauté européenne. Quand même, c'est un discours vendeur que les Européens vont s'en servir de discuter en fait au sein de leur communauté européenne. Mais le plus important pour les Russes, c'est le fait de ne pas voir des troupes de l'OTAN sur les frontières, ou au moins une force en fait de plus sur le frontière, à savoir l'est de l'Europe. Puisque vous parlez justement des forces de l'OTAN sur les frontières, il y a Trump qui pourrait accepter en tout cas le retrait des forces de l'OTAN de l'Europe centrale et orientale. Ce sont les engagements américains sur la table des négociations actuellement ?
Je pense que tout est envisageable en fait pour Trump. Vous savez, Trump, c'est un homme de négociation et un homme avec un esprit en fait de savoir en fait gérer ce genre de négociation d'un point de vue beaucoup plus économique et commercial que stratégique. Je pense que aujourd'hui, si on voit un peu le tableau de bord en fait stratégique des États-Unis, de l'Europe et de la Russie, on voit que l'Europe c'est la plus faible en fait au niveau de ces négociations. Si jamais il se rejoint à un certain moment à ces négociations, mais jusqu'à présent, les Américains et les Russes ne veulent pas qu'ils s'assoient sur la table. Déjà, en fait, en se basant sur les données, que les États-Unis, en fait, c'est la première puissance, en fait, militaire avec à peu près 900 milliards de dollars, suivi de l'Europe avec 200 milliards, mais quand même un 200 milliards ou un 250 milliards comme budget militaire, mais qui est dispersé entre les 27 États. Quand même, c'est un budget qui est fragilisé puisqu'il y a plusieurs fois. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule voix, mais les Européens chantent plusieurs tonalités dans la gestion de cette crise. C'est ce qui donne vraiment une force à la Russie avec un budget d'à peu près 150 milliards de dollars, mais avec une optimisation militaire très efficace sur le terrain. Aussi, il y a cette présence en fait des Américains en Europe avec à peu près environ 100 000 soldats qui donne en fait ce privilège stratégique pour les États-Unis, vraiment de se dire je suis présent, je peux négocier avec les Russes directement sans vous impliquer. Et aussi, ça rentre dans cette optique de Trump qui veut mettre de la pression sur les Européens d'investir un peu plus en argent dans le budget de l'OTAN. Et je pense que c'est ce qui dérange le plus Trump dans ce second mandat parce qu'il a durement critiqué les Européens de ne pas faire assez au niveau militaire afin qu'ils puissent assurer leur part de sécurité en Europe et pour qu'ils puissent devenir vraiment un allié sûr pour Washington. Et je pense que c'est à ce niveau-là que Trump voulait envoyer un premier message pour les Européens pour leur dire si vous voulez vraiment qu'on reste des alliés sûrs, vous comptez pas sur les États-Unis tant que vous faites pas votre part au niveau de la sécurité. Et il faut bouger pour repenser votre manière d'apport en matière sécuritaire en Europe, en matière de sécurité en Europe, afin qu'ils puissent vraiment être des alliés sûrs comme le souhaitent les Américains. Et c'est dans cette optique aussi que les Russes s'assoient avec Trump. Pourquoi? Parce que les Russes aussi veulent profiter de cette demande de Trump pour pousser les Européens à restructurer en fait leur sécurité en Europe et entre autres de ne pas avoir une présence forte en fait à l'est de l'Europe, ce qui dérange Moscou. Une pression donc côté américain sur l'Europe et justement, quelles implications ce retrait de l'OTAN éventuellement s'il devait se faire? Est-ce que l'Europe peut aujourd'hui se défendre seule? Vous avez parlé de budget, qu'on demandait à ce qu'on investisse davantage. L'Europe, elle investit déjà, je le disais en préambule, a déjà investi 135 milliards de dollars depuis le début du conflit, en tout cas en Ukraine, de la guerre en Ukraine, et ils sont prêts à faire plus, à faire davantage. Donc, est-ce qu'on attend quand même, on a cet espoir que Trump se rallie à nouveau à l'Europe? Je pense que les États-Unis, ils veulent pas vraiment investir encore plus d'argent dans la sécurité européenne. Ça ne serait au moins durant le mandat Trump. Pourquoi? Parce que pour Trump, chaque dollar investi à l'extérieur des frontières américaines doit être un apport pour la société ou pour les citoyens américains et non pas l'inverse. Et je pense que ce que Trump veut en fait des Européens, c'est qu'ils mettent un peu plus d'argent dans leur contribution à la sécurité pour les Européens. Pourquoi? Parce que aussi les Américains sont conscients que les Européens en fait joue un rôle de sécurité pour l'Occident dans cette partie du globe. Mais on assiste aujourd'hui vraiment à une certaine fragilité de l'Europe. Comme je l'ai mentionné, une Europe qui parle d'une seule voix, mais qui chante en plusieurs tonalités. On l'a vu même hier à la sortie de la réunion en France, qu'il y en a ceux dans la France, évidemment, qui se disent prêts à envoyer des troupes en fait en Ukraine, alors que par exemple l'Allemagne
et d'autres pays sont vraiment dans une dimension beaucoup plus hésitante. Donc, il y a cette division au niveau politique, mais aussi il y a la division... Justement, excusez-moi de vous interrompre, mais pour rebondir sur vos propos, une Europe aujourd'hui en interne divisée sur le nombre, en tout cas les troupes qu'il faut envoyer en Ukraine, Donald Trump, donc une Amérique qui se retire militairement, et une Europe qui demande également à ce que l'Ukraine puisse obtenir la paix, mais par la force. Est-ce que c'est encore possible, ce scénario d'obtenir la paix, mais par la force, sous les conditions ukrainiennes? Je pense qu'on peut envisager en fait cette option d'obtenir la paix par la force. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis en fait dictent en fait le tempo diplomatique tout en gardant la Russie face à face. Aussi, il y a un Trump aujourd'hui qui impose un dialogue direct avec Poutine, donc en plaçant l'Europe en second rôle, ce qui veut dire que l'Europe n'a plus ce poids pour négocier en fait la paix d'un point de vue diplomatique. Donc il doit se plier aux intérêts américains, mais aussi en quelque sorte aux intérêts russes, s'ils veulent garder les avantages qu'ils tiennent des Américains, bien évidemment, parce que les Européens savent très bien qu'en ce moment, avec la crise économique en Europe, avec les marges de manœuvre qui sont très minimes, ils ne peuvent pas aller directement à des grands investissements militaires dans le budget militaire. Même au niveau de la production militaire, la plateforme européenne n'est pas encore prête vraiment à produire tant d'armements, vraiment qui lui donne cette possibilité de garantir par elle-même la force au niveau de sa région européenne. Je pense qu'aujourd'hui, les Européens n'ont pas le choix que de se plier aux intérêts américains, mais aussi d'attendre les résultats en fait de ces pourparlers entre Washington et Moscou pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire par la suite. Est-ce qu'ils seront prêts à investir économiquement aujourd'hui c'est-à-dire aujourd'hui directement au niveau militaire? Je ne le pense pas, parce que non pas seulement un problème d'argent, mais aussi un problème de plateforme et d'industrie d'armement au niveau européen. C'est-à-dire ils doivent d'abord avoir un plan à long terme, et c'est ce que les Américains veulent, un peu plus d'investissement, beaucoup d'engagement au niveau militaire, et c'est les Américains ce qu'ils cherchent, parce qu'en quelque sorte aussi ça les arrange d'aller investir dans l'industrie militaire en Europe. Est-ce qu'on assiste, on va vers la fin de l'OTAN? Est-ce que c'est le scénario du pire actuellement pour l'Europe qui est en train de se dérouler? Je pense que ce qui se passe actuellement dans cette zone en fait de la géopolitique internationale, mais aussi avec le mouvement géopolitique mondial, je pense qu'aujourd'hui le temps doit être repensé. Et Washington, il en est conscient, et c'est pour ça qu'il veut encore plus un rôle beaucoup plus osé des Européens au sein de cette organisation, parce que les Américains se trouvent seuls d'un point de vue économique, mais aussi militaire, face à cette montée ou à ce mouvement géopolitique international de la part de la Russie d'un côté, mais aussi des Chinois et des Indiens de l'autre côté, et des BRICS aussi. Je pense que les Américains savent qu'aujourd'hui, l'OTAN quand même reste une organisation importante pour les Américains, et ils l'ont aussi répété durant la rencontre de Munich la dernière semaine, mais ils doivent repenser en fait le modèle pour qu'ils puissent répondre aux exigences, mais aussi aux défis actuels de la géopolitique, que ce soit au niveau de l'Europe, mais aussi à l'échelle mondiale. Repenser le modèle de l'OTAN, c'est sur ces mots qu'on va conclure cet entretien avec vous, Monsieur Hicham Ouatiadi. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie politique. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation, Madame Trinichi. C'est la fin d'Invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.